Depuis le temps que je dois la faire, voilà la nouvelle vidéo sur les 9 titans primordiaux que je vous ai promis. Déjà, autant vous le dire, si je refais une vidéo qui parle des 9 titans primordiaux, ce n'est pas pour refaire un buzz comme je l'avais fait avec l'ancienne vidéo, non. En vrai, c'est plutôt pour essayer de me faire pardonner mentalement. Beaucoup de personnes qui me suivent m'ont connu avec la vidéo des 9 titans primordiaux. Et Dieu, qu'est-ce qu'elle est mauvaise! Le montage était pire que maintenant, je fais que bafouiller, j'appelle n'importe comment les personnages, et je dis des erreurs. Ouais, c'est l'une des pires vidéos de la chaîne, mais visiblement, les titans primordiaux vous intéressent. Du coup, grâce à cette vidéo, je vais effacer mon erreur en faisant une vidéo encore plus intéressante. Du coup, j'ai décidé de faire un classement. Alors, au début, je savais pas vraiment comment les classer. Faire un top par rapport au plus rapide, au plus endurant, au plus fort ou au plus beau. Et finalement, j'ai repris mon livre d'histoire et je me suis rappelé pourquoi les 9 titans primordiaux existent. S'ils existent, c'est pour protéger les plus faibles. Or, selon moi, la meilleure défense c'est l'attaque. Du coup, j'ai décidé de vous faire un classement par rapport à la puissance de ces 9 titans. Et quand je parle de puissance, je veux dire que je vais compter toutes leurs capacités ainsi que leurs statistiques. Bien sûr, je ne vais prendre en compte que les capacités liées au possesseur, sauf dans un certain cas. Bien sûr, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit de mon classement personnel. Vous pouvez être d'accord ou contre certaines places du classement. Enfin, avant de commencer, j'ai deux annonces à vous faire. Je voulais tout simplement encore une fois remercier la chaîne Critical AMV d'avoir refait toute la chaîne au niveau graphique, car mine de rien ça apporte énormément de motivation, et surtout, mais c'est super classe. Sincèrement, quand vous avez vu la miniature, avez-vous pensé que vous allez tomber sur la vidéo d'un ado de 16 ans? Bah non! Du coup, un énorme merci à eux et je vous invite à aller faire un tour sur leur chaîne. Ensuite, je voulais vous prévenir qu'avec l'ami Senpai Review, on s'est mis d'accord ensemble pour faire chacun un top sur les 9 titans primordiaux. Je ne connais pas et il ne connaît pas mon classement pour pouvoir chacun sortir un autre top avec nos propres arguments. Du coup non, même si Senpai sortira sa vidéo après la mienne, il ne m'a pas volé l'idée. N'allez pas lui dire OMG t'as plagié idiot, c'est complètement ridicule. Au contraire, je vous invite à aller regarder cette vidéo quand elle sortira, comme ça vous aurez deux avis différents. Ah aussi, et si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas à jour au niveau du manga, c'est-à-dire à peu près au scan 111, je vais spoil sévère, donc partez si vous voulez pas être spoil. Voilà, on peut commencer. Pour le plus faible des 9 titans primordiaux, j'ai décidé de choisir le titan charrette. Bon, sincèrement, est-ce que ça surprend quelqu'un? La charrette est un titan de 4 mètres qui se déplace à 4 pattes et qui possède une endurance et une vitesse de malade. Des 9 titans, il est celui qui possède la plus grosse. Cette phrase n'est pas à sortir de son contexte. Si la charrette est aussi bas dans le classement, bah c'est uniquement parce que ce n'est pas un titan pour attaquer, c'est un titan qui a un rôle de support. Le fait qu'il soit rapide et extrêmement endurant lui permet d'être une arme de reconnaissance quasi parfaite, ou même pour transporter de l'équipement d'un point A à un point B en un temps record. Après, il faut pas le sous-estimer. Même s'il est physiquement le plus faible et le plus petit, les Mars ont réussi à lui créer une sorte d'armure accompagnée de mitrailleuses qui peut le rendre particulièrement puissant face aux soldats. Il devient alors une sorte de char d'assaut mais qui est tout terrain. Le titan charrette est donc un titan de soutien qui peut s'adapter à n'importe quelle mission de reconnaissance et qui, grâce à son équipement, peut ainsi devenir une redoutable machine de guerre. Cependant, ce titan possède une régénération extrêmement lente, ce qui est quand même un sacré désavantage. Mais malheureusement, malgré toutes ses qualités, il reste selon moi le plus faible des 9 titans primordiaux. Son actuel possesseur, et seul que l'on connaît malheureusement, est Pic. Oui, je dis malheureusement car j'aurais quand même bien aimé avoir une autre forme de ce titan. Mais bon, peut-être qu'on en verra une autre avec le temps. Pour le numéro 8, j'ai décidé de choisir le mâchoire. Le titan mâchoire est, comme pour la charrette, un titan très endurant, rapide et assez petit. Sauf que comparé aux autres titans primordiaux, on a pu observer ce titan sous 3 formes différentes. Marcel et Porco Galliard et notre ami Ymir. Et là, on a vraiment quelque chose de très spécial, car le titan mâchoire de Marcel et Porco est assez différent de celui de Ymir. Dans l'ensemble, ils sont presque pareils, à savoir petite taille, endurance, vitesse. Mais déjà, le mâchoire de Ymir est un peu plus grand que celui de Porco, à savoir 5 mètres contre 6 mètres pour Ymir. Mais la plus grande différence se trouve au niveau des griffes et de la mâchoire. Porco et Marcel possèdent tous les deux une sorte de cuirasse comme lui cuirassé au niveau de la bouche et au niveau des doigts, alors que celui de Ymir ne possède rien. Cependant, malgré ce manque de cuirasse, le mâchoire de Ymir reste très puissant. En effet, le titan mâchoire est un titan qui possède une mâchoire et des griffes extrêmement puissants. À savoir, il est capable de briser le cristal de la sœur de Willy Tabor avec ses dents et a quand même réussi à tailler bien comme il faut Eren, mettant ce dernier en difficulté. Mais malgré ça, ce titan reste faible, notamment à cause de sa taille. Certes, il est extrêmement rapide, mais si jamais il se fait attraper, eh bien c'est foutu. Et ça, on dirait pas, mais c'est un énorme désavantage que possède ce titan.
De même, si jamais elle se fait trancher une articulation, elle sera alors incapable de sauter et ainsi extrêmement vulnérable. Et c'est notamment à cause de ça que j'ai décidé de le mettre à la 8ème place du classement. Pour revenir sur l'histoire de pourquoi Ymir a pas de cuirasse, j'ai deux hypothèses. Comme vous le savez, Ymir est restée sous forme de titan pendant environ 60 ans. Peut-être que c'est à cause de cela qu'elle a gardé sa forme de titan pure souche, alors que pourtant elle a dévoré Marcel. Ensuite, vous l'aurez sûrement remarqué, mais le titan de Ymir est le titan qui a le plus évolué au cours du manga. Cela veut sûrement montrer qu'à ce moment-là de l'histoire, Isayama n'avait sûrement pas imaginé tous les détails de l'histoire, et que le titan mâchoire de Ymir n'est pas un véritable titan mâchoire entre guillemets, à savoir un titan mâchoire possédant une partie blindée. Enfin bon, je crains que malheureusement on le saura jamais. Pour le numéro 7, j'ai décidé de mettre le titan féminin. Le titan féminin est un titan de 14 mètres de haut et qui possède la particularité d'avoir un physique féminin. Et ça, c'est pas rien. Oui, j'ai mis le titan féminin à la 7ème place du classement, alors que pourtant dans l'anime et même dans le manga, elle paraissait être un titan super fort. Mais quand tu regardes les capacités du titan, tu te rends compte que finalement, elle ne possède pas des capacités ni des stats supérieurs aux autres titans primordiaux. Certes, elle a réussi à faire des ravages au sein du bataillon d'exploration ainsi que contre Eren, mais finalement, si elle était aussi puissante, c'est parce que l'utilisateur du titan était Annie, un véritable pro du combat au corps à corps. Et c'est pour cette raison qu'il paraissait comme un titan aussi puissant. Mais quand on y repense, le titan féminin est un titan qui possède une très bonne endurance, qui est capable d'utiliser le durcissement, arme qui est extrêmement redoutable, encore plus si le possesseur est Annie, ainsi que la capacité d'appeler vers elle un groupe de titans. Alors certes, c'est super cool de pouvoir attirer des titans vers toi, mais sincèrement, ça aurait été mieux si les titans qui viennent vers toi n'ont pas envie de te bouffer après. Et c'est pareil pour le durcissement. Certes, c'est une capacité surpuissante, mais elle n'est absolument pas le seul titan à pouvoir le faire. Et c'est justement pour cette raison que j'ai décidé de mettre le titan féminin à la 7ème place du classement. Mais bon, encore une fois, je vous le dis, c'est pas parce que je mets un titan à une place assez basse dans le classement que je ne le considère pas comme fort. C'est juste que je considère qu'il y a plus fort, comme par exemple le numéro 6, le titan cuirassé. Le titan cuirassé est un titan de 15 mètres de haut et qui possède la particularité d'être recouvert de plaques blindées autour de son corps. Sauf bien entendu au niveau des articulations, car sinon, ça aurait été bien de la merde, on va pas se le cacher. Alors en soi, le cuirassé c'est juste un titan qui possède une armure sur lui. Dit comme ça, c'est pas super ouf, mais dans le monde de SNK, surtout si tu es du côté de Démar, c'est plus que pratique. Grâce à son armure, Reiner est complètement immunisé aux coups de canon et aux lames du bataillon d'exploration. Et c'est pour cette raison qu'il a fait un carnage à Shinganshina. Ah aussi, pour les personnes qui se posent la question, non, le cuirassé n'est pas capable de cracher des flammes. Ce que vous avez vu dans l'anime était uniquement des effets graphiques, comme par exemple le mode berserk d'Eren. Ça n'existe pas dans le manga. Mais malheureusement pour lui, son armure possède aussi un gros désavantage, à savoir le poids. À cause de ça, le titan cuirassé ne peut pas se déplacer très rapidement. Cependant, il est capable de pouvoir enlever des morceaux de son armure pour pouvoir ainsi s'alléger. Et là, il te trace au marathon. Si on devait parler de stats, je dirais qu'il possède la seconde meilleure défense de tous les titans primordiaux. Enfin, si on ne prend pas en compte la cristallisation totale d'Annie, bien entendu. Cependant, son armure n'est pas parfaite. On a pu voir que les Thunder Spears lui infligeaient de très lourds dégâts. Et c'est pareil pour les canons anti-titans de l'Alliance du Moyen-Orient qui l'ont presque tué, mine de rien. Ensuite, le cuirassé possède une très bonne endurance, ce qui lui permet de courir à une vitesse constante malgré son armure. Et enfin, le cuirassé possède une très grande force qui lui permet de soulever et de balancer des titans au loin. Aussi, on va pas se le cacher. Sans son casque, le cuirassé fait quand même très flipper, car il est le seul titan dans tout l'univers d'SNK qui possède un corps complètement proportionnel. Et ça, la première fois, ça m'a quand même fait pas mal flipper. Voilà, c'est sur cette petite anecdote qu'on va laisser le titan cuirassé pour passer au numéro 5, le titan assaillant. Alors oui, le titan assaillant d'Eren s'est fait défoncer de nombreuses fois par Annie ainsi que par Reiner. Vous devez sûrement vous demander pourquoi j'ai décidé de le mettre avant le féminin et le cuirassé. Eh bien la réponse est simple. Comme je vous l'ai dit précédemment, dans ce classement, on ne parle que du titan, et pas du titan shifter. Si on prend que le titan, je trouve que l'assaillant est plus puissant que le féminin, et que le cuirassé. Déjà, l'assaillant est un titan de 15 mètres qui possède une très grande force physique, ainsi qu'une très grande régénération. Mais ce qui le rend aussi puissant, c'est sa volonté. Kruger avait expliqué à Grisha que le titan assaillant est connu pour combattre pour la liberté d'Eldia, et que sa plus grande force est sa détermination. Chose que l'on retrouve souvent lorsque l'on regarde l'assaillant de Eren. À chaque fois qu'il est dans le pétrin, il se relève toujours encore plus fort. On peut aussi retrouver un exemple dans l'arc Mar. Durant son combat, Eren a réussi à se retransformer en titan plusieurs fois. Alors oui, je prends pour exemple Eren alors que j'avais dit que j'allais comparer que les titans, sans parler des titans shifters. Sauf que lorsque l'on regarde la description de l'assaillant fait par Kruger et l'assaillant d'Eren, on peut voir que la description colle parfaitement, et que oui, la capacité d'Eren à se relever vient d'une partie de son titan, et que tous les anciens possesseurs de ce titan avaient sûrement la même capacité de se retransformer plusieurs fois. Pour résumer rapidement pourquoi j'ai décidé de mettre l'assaillant avant le féminin et le cuirassé,
C'est parce que je trouve que sa capacité à pouvoir se retransformer plusieurs fois, d'avoir de base une force et une régénération très rapide sont des avantages cruciaux en combat. De plus, il est lui aussi capable d'utiliser le durcissement, même s'il l'a obtenu d'une façon artificielle grâce à une fiole de sérum de Road Race. Comme pour le mâchoire, on a pu voir 3 types différents d'assaillants, celui de Kruger, de Grisha et d'Eren. L'assaillant d'Eren et de Kruger se ressemble assez au niveau du physique, mais celui de Grisha est un peu différent car il possède un torse bien plus volumineux. Je vais pas vous le cacher, classer le cuirassé, le féminin ainsi que l'assaillant était quelque chose de très dur car j'ai vraiment essayé de parler que du titan et pas du titan avec le shifter. Exemple, le titan féminin d'Annie qui est très fort au corps à corps parce que Annie est très fort au corps à corps. Du coup, à vrai dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi pour ces trois là, eh bien sincèrement je vous comprendrai. Enfin bon, continuons avec le numéro 4, le titan bestial. Le titan bestial, le titan de Sig, et qu'est-ce que j'adore Sig. C'est mon personnage préféré. Et vous voulez une bonne raison de pourquoi Sig est génial? Eh bien c'est simple, dans l'animé, il a la même voix que Dio. Et oui, que Dio Brando, et ça c'est génial. Le titan bestial est un titan de 17 mètres de haut et qui a la particularité de ressembler à un singe. C'est-à-dire qu'il est très poilu et qu'il possède de très longs bras. Et ça, c'est sa grande puissance, ses 2 bras. Grâce à eux, le bestial est capable de balancer à des très longues distances d'énormes rochers, ainsi que de pouvoir compresser facilement des objets grâce à ses doigts. On a pu justement voir ça lors de son combat face au cuirassé. En soi, le bestial est aussi un titan qui ne possède pas de grandes capacités si on ne prend pas en compte les capacités de son royal de Sig, à savoir le pouvoir de transformer des humains en titans si ce dernier a reçu le liquide cérébrospinal de Sig. Alors oui, c'est bizarre, le titan bestial a la 4ème place du classement alors qu'il n'a pas l'air si fort que ça. Mais détrompez-vous, le titan bestial est un titan qui peut s'adapter très facilement dans diverses situations. Prenons par exemple durant la bataille de Shiganshina. Il a tué à lui tout seul des centaines de membres du bataillon d'exploration avec ses lancers de rochers. De plus, comme je l'ai dit précédemment, il est aussi capable de se défendre au corps à corps grâce à ses 2 paumes surpuissantes. Donc si vous préférez, c'est un titan qui excelle aussi bien en distance qu'au corps à corps. De plus, ce dernier est capable d'utiliser le durcissement, lui permettant ainsi de se défendre encore plus facilement. Voilà, avant de passer au titan suivant, j'ai envie de vous reparler très rapidement de ma théorie sur le bestial. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'histoire presque complète de Sig, et donc pour résumer rapidement, je pense que le titan bestial change d'apparence en fonction de son possesseur. Pour faire rapide, déjà, pourquoi titan bestial et pas titan singe? Ça aurait été bien plus simple de l'appeler comme ça, mais bon, à la limite, pourquoi pas? C'est sûr, c'est bien plus classe de l'appeler titan bestial et pas titan singe. Donc à la limite, pourquoi pas? Mais les endroits qui m'ont donné envie de faire cette théorie, c'est tout d'abord la scène de Sig dans l'opening 3, où l'on voit Sig transformé en titan bestial avec d'autres animaux courir sur l'humanité, et les vieux dessins retraçant la guerre des titans. Sur le dessin, on peut reconnaître facilement chaque titan grâce à un élément, comme par exemple le marteau d'armes qui est équipé d'un marteau, et le bestial qui ressemble à un cheval et non à un singe. Enfin bref, je vous ai résumé très rapidement, mais si vous voulez entendre la théorie au complet, je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît maintenant. Numéro 3, le titan marteau d'armes. C'est mon titan préféré. Le marteau d'armes est un titan d'environ 15 mètres et qui possède beaucoup de capacités spéciales. Déjà, il est le seul titan capable d'utiliser le durcissement pour créer soit des structures à distance, soit des armes. Donc en gros, c'est une armurerie à lui tout seul, ce qui lui permet d'exceller à distance comme au corps à corps. Mais ça ne finit pas là, il est aussi capable d'utiliser le durcissement pour faire comme pour le féminin, c'est-à-dire créer un cristal autour de lui, sauf qu'en plus, il est capable de contrôler son titan à distance. Pour résumer, c'est un titan qui a le pouvoir de créer pratiquement tout ce qu'il veut, comme par exemple un marteau, un fouet, une arbalète, ou bien même une armure complète. Il est capable de modifier le terrain autour de lui, et il peut fonctionner à distance, ce qui fait que comparé aux autres titans primordiaux, il est insensible aux attaques à la nuque. C'est comme si lui pouvait t'attaquer avec ce qu'il veut, et toi, bah tu peux pas l'attaquer. Ouais, c'est très fair play. Il était avant en possession de la sœur de Willy Tabor, mais maintenant il semble être en possession de Eren. Oui, je dis semble car pour l'instant on l'a pas réellement vu utiliser le pouvoir du marteau d'armes. Certes, le trou qu'il a fait pour sortir de prison peut nous faire penser qu'il a utilisé le pouvoir du marteau d'armes pour créer une sorte de perceuse, mais peut-être qu'il a tout simplement utilisé les pouvoirs de l'assaillant pour faire un trou à la force de ses mains. Et puis surtout, l'auteur a fait exprès de ne pas nous montrer la scène en dessin. Peut-être que Isayama veut nous faire croire que c'est Eren qui a le marteau d'armes, alors qu'en réalité c'est Porco Galliard qui l'a. Enfin bon, seuls les prochains scans nous le dira. A vrai dire, j'ai pas grand chose à rajouter pour ce titan. Il possède de nombreuses capacités ainsi qu'un énorme potentiel, et c'est pour ça que je l'ai mis à la 3ème place du classement. C'est grâce à son potentiel. Mais oui, il y a plus puissant, comme pour le numéro 2 du classement, le titan colossal. Le titan colossal, un véritable dieu de la destruction. Rien que d'en parler, j'ai des vieux souvenirs de moi, lisant les premiers chapitres du manga, et complètement terrifié par ce titan. Et oui, on dirait pas, mais quand j'ai commencé le SNK, j'étais très jeune et du coup, les mangas, tout comme les films d'horreur, me faisaient très peur. Et là, en voyant l'humanité sans défense face à un monstre de plus de 50 mètres de haut, je vais pas vous le cacher, ça m'a quand même fait pas mal flipper.
Le titan colossal est, comme je l'ai dit précédemment, le plus grand des titans primordiaux, environ 60 mètres de haut, et aussi le tout premier titan primordial que l'on voit. Et peut-être aussi le tout premier titan qu'on voit en fait. À vérifier. Le colossal a comme particularité, en plus de mesurer 60 mètres de haut, de pouvoir dégager de la fumée brûlante tout autour de son corps, lui permettant ainsi de créer une sorte de protection autour de lui. Et oui, quand tu es un pauvre humain et que tu veux lui couper la nuque, eh bien le souffle et la chaleur de la fumée du titan colossal ne te permet pas de l'approcher. Et ça, c'est un énorme avantage qu'il a, ce qui compense bien entendu son problème majeur, la taille. Il a beau être le plus grand des titans primordiaux, il est aussi le plus lent. Si jamais il n'avait pas cette vapeur brûlante, eh bien n'importe quel aimant expérimenté possédant un équipement tridimensionnel pourrait en venir à bout extrêmement facilement. Pour finir, le titan colossal possède encore une caractéristique unique. Il peut se transformer et se détransformer instantanément. Et oui, malgré la taille du titan. On dirait dit comme ça que ce n'est pas une capacité importante, mais en réalité c'est une capacité très puissante en fonction de la façon dont tu l'utilises. Durant l'arc du retour à Shinganshina, Berthold, ancien possesseur du colossal, a failli faire un véritable massacre avec cette technique. Ou bien encore, plus récemment, Armin, nouveau possesseur du colossal, a fait un massacre en se transformant justement à côté de la flotte mare. Pour résumer, le titan colossal est un titan possédant un énorme pouvoir de destruction grâce à sa capacité de transformation rapide ainsi que grâce à sa force colossale. T'as compris le jeu de mots ? Pardon. En plus de cela, il peut se défendre facilement de n'importe quelle attaque grâce à sa vapeur brûlante. Le titan colossal est une véritable forteresse qui peut facilement raser à lui tout seul une ville. Et c'est pour ça qu'il est à la seconde place du classement. Comme pour les autres titans primordiaux, on peut remarquer un changement physique entre deux possesseurs du titan colossal, même si ce dernier ne possède pas de peau. Le titan colossal d'Armin est beaucoup plus maigre que celui de Berthold. Et je sais pas pourquoi, mais je le trouve beaucoup plus beau. Enfin, beau, je veux dire plutôt terrifiant, et c'est ce que je ressens lorsque je vois ce titan. Quelque chose de terrifiant. Mais bon, bien sûr, c'est mon avis, et c'est pour ça que Armin en colossal, j'approuve. On vient de voir un titan qui possède la capacité de détruire une ville à lui tout seul, et pourtant, il est classé second, et pas premier. Mais alors, quel genre de pouvoir possède le plus puissant des titans primordiaux ? Eh bien c'est simple, la capacité de détruire le monde. Et oui, numéro 1, le titan originel. Le titan originel possède une histoire très longue, et comme la vidéo commence à faire pas mal de minutes, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur la chaîne par rapport à son histoire. Comme ça, on va pouvoir se concentrer uniquement sur ses capacités. Le titan originel possède 3 capacités surpuissantes. La première est la création de titans. L'originel a le pouvoir de transformer des Eldiens en titans. Donc dit comme ça, c'est pas si ouf, sauf qu'en réalité, il peut les transformer soit en titans de 5 mètres, 10 mètres, soit en titans de 50 mètres de haut. Et si c'était que ça n'aurait pas été drôle. Car en plus de pouvoir transformer les titans presque si grands que le colossal, il possède la capacité de les contrôler. L'originel peut littéralement se créer une armée de titans colossaux et les utiliser pour détruire le monde. Ou bien, comme l'a fait le premier roi Reiss, pour construire les 3 murs. En plus de ces 2 capacités surpuissantes, l'originel peut modifier les souvenirs des habitants du peuple eldien. Bon ok, c'est beaucoup moins ouf que les 2 autres pouvoirs, mais on va pas se le cacher. Ce pouvoir est vraiment très utile d'un point de vue scénario. Et oui, c'est le premier roi Reiss qui a utilisé les pouvoirs de l'originel pour effacer les souvenirs du peuple eldien. S'il ne l'avait pas fait, dès l'épisode 1, tout le monde saurait que l'attaque du colossal était en réalité une attaque mare. Donc oui, l'originel est un titan surpuissant. Cependant, comparé aux autres titans primordiaux, il y a une condition pour pouvoir utiliser le pouvoir de l'originel. Être de sang royal, donc être un descendant de l'ancienne famille Fritz. Donc là, peut-être vous êtes en train de vous dire « Eh, mais Dio, tu as pourtant dit que ton classement, tu ne parlerais que des pouvoirs des titans, et pas des pouvoirs par rapport au possesseur. » Dans ce cas, le pouvoir du titan bestial de Sig devait être plus haut dans le classement, car il possède lui aussi la capacité de contrôler les titans et de transformer les humains en titans grâce à son sang royal. Alors oui, vous avez pas faux, sauf que bon, de 1, les pouvoirs liés au sang royal de Sig sont beaucoup moins puissants. Sig ne peut pas transformer les gens en titans colossaux et aussi son pouvoir de contrôle de titan ne fonctionne pas parfaitement. Je vous rappelle que le titan qui a essayé de dévorer Mike ne lui a pas obéi. Ensuite, je considère le titan originel comme un cas à part, car les pouvoirs de ce titan fonctionnent uniquement si tu es de sang royal ou si tu touches quelqu'un de sang royal, comme l'avait fait Eren. Si tu n'es pas de sang royal, aucun des pouvoirs de l'originel ne fonctionneront. Le sang royal est lié à ce titan, contrairement à tous les autres titans primordiaux qui, eux, n'ont pas besoin d'être de sang royal pour pouvoir activer leur pouvoir. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire, car c'est pas très clair. Bon, pour vous résumer, dans ce classement, je ne parle que des pouvoirs liés au titan. Le pouvoir de contrôler les autres titans du titan bestial de Sig est lié à son sang royal, c'est pas un pouvoir du titan. Alors que pour l'originel, c'est un pouvoir qui vient du titan, sauf que pour l'activer, eh bien il faut être de sang royal. Purée, c'est dur à expliquer. Du coup, c'est grâce à ces pouvoirs que j'ai décidé de mettre l'originel à la première place du classement. Mais est-ce que l'originel est l'être le plus puissant dans l'univers de SNK ? Eh bien non.
Il reste deux entités au-dessus de lui. Le titan de Ymir Fritz, le tout premier titan à être apparu, et enfin, le démon de la Terre. La chose qui a amené le pouvoir des titans dans ce monde. Malheureusement, on ne sait pas grand chose d'eux, mais à mon avis, comme ils sont plus puissants que le titan originel, ces deux-là ont bel et bien un pouvoir capable de détruire le monde. Voilà, le top est terminé. Avant de me faire incendier dans les commentaires, je tiens à vous rappeler encore une fois que dans ce classement, j'ai essayé de prendre en compte uniquement les pouvoirs des titans, et pas des titans shifters. Car oui, on dirait pas, mais c'est vraiment très important. Le meilleur exemple sont les critères de sélection que subissent les jeunes soldats Mar pour obtenir les pouvoirs des différents titans primordiaux. Par exemple, la personne qui possède les meilleures capacités en combat rapproché obtient le titan féminin. Pourquoi? Parce que si tu veux utiliser les pouvoirs du féminin à son meilleur potentiel, tu dois être de base un excellent combattant. Et c'est pour cette raison qu'Eren s'est fait battre par les féminins de Annie, alors que pourtant j'ai classé le titan assaillant à une place plus haute que le féminin. A l'époque, Eren ne savait pas encore utiliser le titan, et encore moins ses capacités, alors qu'au contraire, Annie contrôlait déjà parfaitement son titan. Ou bien, par exemple, le titan assaillant de Grisha qui a tué l'originel de Freydares, alors que pourtant, le titan originel est bien plus puissant que le titan assaillant. Voilà, j'espère que vous avez compris comment j'ai fait mon classement et je vous invite à mettre votre propre classement dans les commentaires. Je n'ai toujours pas d'idée pour la prochaine vidéo, donc si vous avez quelques idées, n'hésitez pas. Je suis preneur. Dans quelques semaines, je sortirai aussi une vidéo sur la partie 5 de Jojo en animé, car je suis désolé, mais cette partie, elle est vraiment géniale et je vous invite à la regarder. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à partager et à t'abonner à la chaîne car ça m'aide énormément. On se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo, donc portez-vous bien et surtout, restez fiers. Et non, la vidéo est pas terminée, car je viens de recevoir de la part d'un ami cette image. Ah là là, à ce qui paraît, c'est bel et bien une image officielle de la dernière page du manga. Et si c'est le cas, eh bien oui, Eren est le père du bébé. Ah, et si vous vous demandez ce que dit Eren au petit, il lui dit « tu es libre ». Et oui, je sais pas ce que va faire Eren, mais visiblement, il a bel et bien réussi à activer l'originel. Hâte de vous faire la review de Scan 112, donc portez-vous bien. Et restez fiers.